Africa Mundo et ses partenaires célèbrent ce lundi 25 mai la Journée mondiale de l'Afrique, Africa Day, anciennement intitulée Journée de la libération de l'Afrique, African Liberation Day. Durant toute cette journée, nous allons parcourir l'Afrique et sa diaspora dans le cadre de Connexion africaine. Notre fil rouge, c'est Madame Dey Marifal. Toute cette journée du 25 mai sur Facebook via l'application Zoom, l'ONG Africa Mundo, basée au Canada, au Bénin et au Cameroun, et ses partenaires seront en direct dans Connexion africaine avec moi-même, Mélina Seymour, qui est fondée Africa Mundo et qui a eu ce privilège d'être la coordonnatrice du Black History Month Africa, mois de l'histoire de l'Afrique et de la diaspora pour sa nouvelle appellation, et Dey Marifal, qui est la fondatrice de plusieurs ONG internationales, ancienne fonctionnaire internationale de l'UNESCO et la coordonnatrice du sommet international des aînés africains et de la diaspora qui se tiendra pour sa première édition dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de la diaspora en février prochain au Sénégal. Autant vous dire que je suis en compagnie d'une très grande dame. Nous aurons le plaisir de discuter, d'échanger avec elle de sa vision justement de ces 50 dernières années passées jusqu'à nos jours. Nous partons ensemble pour cette journée consacrée à l'Afrique dans Connexion africaine. Madame Dey Marifal, merci d'être avec nous. Alors, c'est tout un honneur de pouvoir échanger, partager. Vous allez passer toute la journée avec nous pour que nous puissions tenter, en tout cas, aller dans les 54 pays. On ira dans les 54 pays de l'Afrique continentale, mais on va essayer aussi d'aller au niveau de la diaspora pour discuter avec les uns et les autres. C'est tout un honneur pour nous de vous recevoir, d'être en ligne avec nous. On adore ces activités, ces initiatives intergénérationnelles. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Bonjour Mélina, ça me fait plaisir. C'est super. Je peux vous appeler Marie durant tout cet entretien? Bien sûr. Oh, c'est parfait. Marie, on est content de vous avoir avec nous. Avant de débuter quand même, on va quand même parler de cette pandémie Covid-19 parce qu'actuellement, effectivement, vous êtes au Québec et on ne peut pas commencer cette émission, cette journée sans évoquer l'actualité. Comment vous vivez cette période? Écoutez, je pense que cette crise, cette pandémie a mis à nu les grandes différences et en même temps les visions divergentes qui se croisent entre l'Afrique et l'Occident. Et pour ne prendre que la problématique des aînés, en Occident, nous avons vu que beaucoup d'aînés étaient décimés dans les EHPAD et autres, du fait qu'effectivement, on les a enlevés des familles pour les mettre dans des endroits spéciaux et qui sont dans beaucoup de cas des mouroirs. Et en même temps, on voit qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup, en général, il n'y a pas beaucoup de décès comparativement à l'Occident, mais aussi du point de vue des aînés, il y en a bien moins, mais il y a un journaliste ivoirien qui dit que l'une des causes est que on n'a pas pu vivre assez longtemps à cause de l'incurie de nos gouvernements pour que Covid puisse en trouver sur place. Donc, quand on regarde ça, déjà, ces deux facettes, on se rend compte que non seulement Covid a mis à nu un certain nombre de choses du point de vue du système mondial, que ce soit par rapport à l'environnement, par rapport à l'économie, par rapport à la politique, par rapport au pouvoir aussi, parce que pendant très longtemps, on n'a eu que trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique. Mais à l'heure actuelle,
s'est ajouté le pouvoir de la presse des médias. Et l'on se rend compte, en plus, avec les nouvelles technologies, toute la place que prennent les médias sociaux, avec tout ce que ça implique d'intox, d'infox, de deepfake, etc. Et on se retrouve à l'heure actuelle à se poser des questions par rapport à la véracité des choses. Même certains doutent, est-ce que le virus existe vraiment? Et donc, nous sommes à un croisement de nos vies très important et l'Afrique se trouve à un moment de son destin que je considère crucial parce que c'est peut-être le moment où les gens s'occupent du virus là. C'est le moment à l'Afrique de se retrouver entre soi et de trouver des solutions telles que certaines des solutions qui sont spécifiquement pour la pandémie, comme le Maroc qui a pu faire assez de masques pour en envoyer ailleurs, comme Madagascar qui est en train de trouver un médicament, mais aussi la RDC a la même chose avec l'artémisia, le Burkina en a, le Sénégal en a. Comment pouvons-nous faire pour rassembler ces ressources, pour construire une cohésion? Parce que on est parti du panafricanisme, mais j'ai l'impression qu'on l'a perdu en chemin et que ça semble être devenu presque une coquille vide. On l'a vidé de son sens. Et moi, je me dis qu'à l'heure actuelle, il faut qu'on construise une cohésion panafricaine, une cohésion pour arriver à parce que quand on parle de cohésion, on fait des actions cohérentes. Et ces actions cohérentes, en parlant du Covid et en parlant de ce moment crucial, c'est qu'on puisse se mettre ensemble, faire une mutualisation, une capitalisation de nos moyens, de nos ressources, de nos économies pour arriver à cette cohésion continentale. Merci pour cette belle introduction. Un message à l'adresse des aînés africains et de la diaspora qui nous regardent et qui vont nous suivre une bonne partie de la journée. Je pense que nous Africains et Africaines d'un certain âge, un humoriste disait être vieux, c'est simplement avoir été jeune trop longtemps. Voilà. Et donc, c'est de se dire, comme l'ancien directeur général de l'UNESCO, Mayor, quand je l'ai rencontré après ma retraite, qui me demandait qu'est-ce que vous faites à l'heure actuelle. Je dis, mais je suis à la retraite. Il me dit, ne dites plus jamais ça. Ce vilain mot-là, il ne faut plus le dire. Il faut faire comme les Espagnols. Parce que nous disons la jubilación. Parce que c'est à la retraite qu'on commence à faire les choses que l'on avait envie de faire. Alors que les Français pensent que c'est à ce moment-là qu'on doit se retirer de la vie, alors que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment, pleinement jouir de la vie. Alors c'est ça que je vais leur dire. Dites-vous que vous n'êtes pas à la retraite, dites-vous que vous devez tous les jours jubiler et remercier le Seigneur de nous avoir laissé vivre jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Dey Marifal, pour cette belle introduction, pour que nous puissions passer une belle journée donc mondiale de l'Afrique, ensemble, en ligne, avec les aînés, les plus jeunes, enfin bref, toutes générations confondues, toutes ces personnes qui vont nous suivre, qui vont partager effectivement nos liens, qui ont commencé à le faire d'abord. Merci infiniment. Connexion africaine spéciale journée de l'Afrique avec notre fil rouge, Madame Dey Marifal.
Nous allons cette fois au Sénégal. On va à la rencontre d'un professeur de philosophie, si je ne me trompe pas. Et Oui. Madame Dey Marifal, vous voulez bien nous présenter ce monsieur qui va, qui va nous donner effectivement son point de vue, son regard sur cette journée et puis sur cet idéal par rapport à la jeunesse, parce qu'il enseigne évidemment à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Est-ce que là aussi, c'est des bons souvenirs pour vous, hein, Marie? Ah oui, l'université Cheikh Anta Diop, qui ne s'appelait pas du temps où moi j'étais étudiante, ou même quand j'étais chef de département de l'UUT, qui s'appelait encore Université de Dakar, et où j'ai été plusieurs fois rencontrer mon idole, mon héros, Cheikh Anta, dans son laboratoire Carbone 14, et où on a eu des conversations extraordinaires, surtout par rapport aux origines africaines de la langue anglaise. Et donc, voilà, c'est d'extraordinaires souvenirs. Et Monsieur Namaïwa, que je ne connais pas très bien, mais qui a eu la gentillesse de se joindre à nous en cette journée de commémoration de la journée mondiale de l'Afrique, si peu connue, semble-t-il. Mais il est vraiment engagé dans tout ce qui concerne notre histoire et notre continent et sa diaspora. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, c'est un beau témoignage, ça vous permet de bien commencer, Monsieur Namaïwa. Alors, justement, quel est votre regard à la fois sur cette journée et sur les 50 dernières années? Donc, je vous remercie énormément pour m'avoir associé à la commémoration de cette journée africaine. Je vous rappelle simplement, ou je vous fais savoir que quand nous étions beaucoup plus jeunes dans les années 80, nous fêtions effectivement cette journée-là officiellement. Hein, ce n'était pas un truc organisé comme ça à la va-vite. Donc, officiellement, nous participions déjà à la commémoration de cette journée. Ce qui fait que nous avons été initiés très tôt à la connaissance des raisons qui ont fait l'institution de cette journée elle-même. Mais avant, je voudrais toucher un petit mot à propos de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, je crois que je suis l'un des rares Nigériens. Je suis nigérienne, je ne suis pas sénégalais. Encore que je suis adopté par le Sénégal. Au Niger, on m'appelle sénégalais et au Sénégal, on m'appelle nigérien, ce qui est bizarre. Alors donc, j'ai été le secrétaire général de 1989 à 1991 du Cercle culturel Cheikh Anta Diop à l'Université de Niamey. Et donc, c'est pour vous dire les liens que j'ai avec Cheikh Anta Diop. Et madame, vous avez parfaitement raison. Avant d'être Université Cheikh Anta Diop, elle était Université de Dakar et elle était la 18e université française, la 17e étant à Alger. Donc, de ce point de vue, je vais dire que c'est mérité le fait que l'Université de Dakar porte le nom de Cheikh Anta Diop, vu tout ce qu'il a fait dans le sens de la restauration de la conscience historique des Africains. Je crois que de ce point de vue, nous ne pouvons que lui tirer un chapeau. Donc, j'ai de la sympathie pour lui, j'ai même de l'admiration pour lui, tout comme j'ai de l'admiration pour Sankara. Et je profite pour vous dire que sa statue, son ancienne statue, celle de Sankara, qui a été mal faite, vient d'être remplacée par une qui lui ressemble beaucoup plus. Je sortais oui, justement... c'est vrai, on l'a vu, bien sûr. Voilà. Tout à l'heure, je sortais de cette vidéo-là quand vous m'avez appelé. Donc, c'est pour vous dire que je suis en phase avec vous dans ce sens-là. Et je pourrais vous dire que je suis beaucoup plus proche du groupe de Casablanca, pour ne pas dire le bloc de Casablanca, que le bloc de Monrovia. Vous voyez, le mot est en train de m'échapper. J'ai failli dire la grotte de Monrovia. Ce que cela comporte comme signification de la grotte. Et donc, je suis beaucoup plus proche de ce groupe de Casablanca parce que pour moi, il fallait nécessairement fédérer les États africains indépendants déjà pour lutter afin que les autres territoires qui n'étaient pas encore indépendants puissent avoir leur indépendance, mais dans le cadre d'une fédération. Autrement dit, progressivement, les États africains qui accédaient à l'indépendance pouvaient intégrer un vaste ensemble qui existe déjà ou qui préexiste à leur indépendance. C'est ça que je pense de cette journée et je crois que sur le continent africain, surtout la jeune génération, et c'est ça qui est dramatique,
La jeune génération ne connaît plus ces choses-là. Depuis la disparition de l'Organisation de l'Unité africaine, remplacée par l'Union africaine, on ne parle plus de l'histoire de cette organisation. Mais oui, mais qui c'est qui les informe aussi? Si on n'en parle pas dans les écoles, si on n'en parle pas dans nos écoles en Afrique, si on n'en parle pas dans le milieu associatif, si les mouvements panafricains même ne s'approprient pas justement ce type de journée, comment cette jeunesse africaine pourrait s'emparer de finalement ce qui est à nous, quoi? Alors, je crois qu'il y a deux pistes. La première piste, c'est celle des artistes. Nous avons des artistes assez engagés qui continuent encore à nous faire connaître l'histoire de notre continent, l'histoire de cette organisation. Donc, en fait, on veut dire vous voulez nous dire que l'histoire est laissée aux mains des artistes? C'est pas ça que vous êtes en train de me dire, professeur? Premièrement, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux pistes. Okay. La seconde piste, elle est justement entre les mains des intellectuels qui écrivent. Mais nous connaissons de plus en plus le rapport que la jeune génération a à l'écrit. Mais où est donc l'école? Malheureusement, les programmes, je dis bien malheureusement, les programmes d'enseignement dans les écoles, les programmes d'histoire ne prennent plus en charge cette dimension. Mais ça n'empêche pas quand même. Ça n'empêche pas quand même les enseignants de parler de l'histoire. C'est ça la question. Que pouvons-nous faire? C'est à nous de militer pour qu'on ramène encore une fois de plus ces aspects dans les programmes d'enseignement à tous les niveaux du continent africain. De plus en plus, nous assistons à un émiettement de ces programmes. Les histoires sont plutôt des histoires locales, c'est-à-dire, je dirais même pratiquement région par région, pas pays par pays. À l'intérieur d'un même pays, de plus en plus, les enfants ne connaissent même plus l'histoire du peuple qui est contigu au leur. Mais c'est grave. Donc aujourd'hui, c'est très dommage, et nous passons tout notre temps à dénoncer cet état de fait. Mais sur la base de la recherche d'une certaine facilité, ou si vous voulez, parce que quelque part, il y a défaillance au niveau même du personnel qui encadre ces élèves, eh bien, on a fait fi d'un certain nombre de choses qui étaient très importantes. Je vous dis la chose suivante. Excusez-moi. Rares sont aujourd'hui les élèves et les étudiants africains qui connaissent l'histoire africaine. Nous, à l'époque où nous étions élèves, au primaire déjà, au CM1, nous connaissons l'histoire de l'Empire du Ghana, nous connaissons l'histoire de l'Empire du Mali, nous connaissons l'histoire de l'Empire Songhai, nous connaissons l'histoire de tous les royaumes que nous avons connus en Afrique occidentale. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé historiquement du côté de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe. L'Empire du Monomona Tapa, l'Empire et le royaume de Kush, la Nubie, etc. Tout ça, nous connaissions à l'époque. Donc, si c'était possible à l'époque, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, c'est possible. Mais poser la question à des étudiants aujourd'hui, vous serez scandalisés de savoir qu'ils ne connaissent absolument rien de l'histoire de notre continent, ils ne connaissent rien des grands empires. Et c'est ça le drame. Professeur, j'ai une question à vous poser. Oui. Je sais que ce sera peut-être perçu contrairement à ce que je... Vous étiez en train de dire que dans un pays, il ne s'agit même plus de l'histoire du pays, mais de l'histoire locale. De l'histoire locale. Oui. Moi qui suis sénégalaise, qui ai fait mes études au Sénégal, à l'Université de Dakar, jusqu'à la maîtrise, pour après aller en Angleterre, je connais très bien le système. Et lorsque, dans les années 70, on a commencé à parler de l'enseignement dans les langues maternelles, j'ai analysé, et d'ailleurs, ma dissertation était sur l'enseignement du français comme langue seconde. Les gens ont commencé à dire on va enseigner dans les langues nationales, la langue maternelle. Et sachant qu'un petit pays comme le Sénégal a déjà 7 langues maternelles, ne pensez-vous pas que ce que je vais appeler la satellisation de l'histoire à l'intérieur d'un même pays vient de ce fait que, effectivement, lorsqu'on apprend sa langue maternelle, quand on connaît les sentiments des humains par rapport à leur identité,
Au moment donné, au Sénégal, 70% de la population sénégalaise parlait Wolof, sans qu'on ait eu à leur imposer. C'était simplement un fait, parce que le Sénégal était le centre de l'administration française. Donc, 70% de la population parlait Wolof. À l'indépendance, on aurait pu avoir une langue nationale sénégalaise. Mais quand cette histoire d'enseignement dans les langues maternelle est apparue, ben, les autres ont considéré que la langue Wolof, c'était de l'impérialisme. Donc, les Peuls ont dit on veut en langue Peul. Les Diola ont dit on veut langue Diola. Les Sérères ont dit langue. Et c'est comme ça que la satellisation se fait. Parce qu'en fait, en enseignant dans la langue, on enseigne aussi l'histoire de ce coin de notre pays. Et au lieu de nous rassembler, cette chose nous a entre guillemets, plutôt séparés. Alors qu'en France, avant qu'on nous sorte ces théories-là de langue maternelle, je ne dis pas que ce n'est pas légitime, c'est tout à fait légitime. Mais la France, avant que la langue française ne devienne une langue de l'Hexagone, mais ils l'ont imposée aux Bretons, aux Normands, aux Provençaux, aux Corses, etc. Aux Antillais, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion. Voilà, donc c'est une fois qu'ils ont harmonisé et qu'ils se sont dit que ce lien de la nation française est une chose acquise, c'est-à-dire la langue, c'est à partir de ce moment qu'ils ont dit, bon, maintenant, si vous voulez apprendre le corse, etc., vous pouvez. Alors, je me demande pourquoi nous, en Afrique, on est toujours, et surtout l'Afrique francophone, on est toujours en train de jeter ce qu'on a. Moi, j'ai jamais entendu les anglophones jeter la langue anglaise et pourtant c'est une langue de colonisation. Je n'ai jamais entendu les Arabes jeter la langue arabe, surtout en Afrique du Nord, et pourtant c'est une langue de colonisation. Moi, je considère que ce qu'il faudrait que nous puissions faire, c'est de, oui, continuer. Moi, je n'ai jamais été traumatisée, pourtant j'ai appris le français à l'école alors que je parlais pas un mot de français. Alors, on sent bien la passion, effectivement, de Marie. Est-ce qu'on va laisser quand même intervenir? Oui, bon, voilà. Donc, ma question était de dire, ne pensez-vous pas que cette satellisation de notre histoire pourrait provenir de cette situation que nous avons créée en n'ayant pas eu les outils qu'il fallait pour cette politique-là? Voilà. Oui, merci beaucoup pour cette question et pour votre réaction d'ailleurs qui est tout à fait compréhensible. Je suis totalement d'accord avec vous dans ce sens-là. Il nous faut très souvent des gens comme ça qui sont prêts à casser le verre afin que nous puissions voir les choses clairement. La question de la langue de l'enseignement sur le continent africain a toujours buté sur la question des nationalités. Quand je dis nationalité, sur les particularités à l'intérieur de nos frontières. Les autres ont tendance à considérer qu'on les étouffe. Moi, je suis peut-être un peu mal placé pour en parler parce que j'appartiens à un groupe linguistique assez dominant, le Hausa. Si moi, aujourd'hui, je dis qu'il faut prendre le Hausa comme langue d'enseignement à l'échelle de l'Afrique occidentale pour des raisons objectives, de nombre, et surtout le passage à l'écrit, on dira tout de suite, on va créer un impérialisme Hausa. Or, c'est une réalité. Il va falloir aujourd'hui que nous le fassions au moins au niveau du primaire. Je crois que des travaux ont démontré suffisamment dans les travaux de Cheikh Anta Diop qu'à l'école primaire déjà, le petit enfant qui parle sa langue a dépassé le niveau de conception. Donc, dans sa langue, il conçoit déjà les choses. Et là, c'est le logicien qui vous parle. Donc, si on le ramène à l'apprentissage de la langue française au CI, il perd énormément de temps. Autrement dit, il y a une année supplémentaire ou 2 années supplémentaires qu'il aura à faire en train d'apprendre la langue alors qu'il pouvait déjà concevoir les choses dans sa langue. Ça, c'est le premier niveau. Donc, moi, c'est pourquoi je suis en train de militer, c'est que d'abord, que nous prenions l'enseignement à la base dans nos langues et progressivement, nous introduisons la langue française, anglaise, portugaise ou arabe dans l'enseignement et que celle-là devienne un outil de travail. Et vous avez parfaitement raison de le souligner. Si on regarde aujourd'hui l'Union européenne, il y a combien de langues dans cette union? Combien?
vous avez au moins le français, l'anglais, l'allemand, le portugais, l'espagnol, je ne sais plus, le danois, etc. Je ne maîtrise pas très bien leur langue là-bas. Si je prends l'ancienne Union soviétique, combien de langues ont été, je vais dire, éteintes au profit du russe? Si je prends l'histoire de la Chine, c'est le mandarin qui avait été imposé sur, si vous voulez, les cendres des langues locales. Et pourtant, les langues locales n'ont pas disparu. Autrement dit, il y a une langue de l'administration et il y a une langue, je vais dire, au quotidien. Le fait qu'on prenne, je ne suis pas hostile, excusez-moi, j'ai attrapé un, je ne suis pas hostile. Le fait qu'on dise, on va prendre par exemple le fulfulde, le poulard, pour l'ériger en langue d'enseignement. Je ne suis pas hostile du tout parce que je sais que c'est une langue qui est à cheval pratiquement sur tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris certains pays de l'Afrique centrale. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad utilisent déjà le poulard. Mais pourquoi ne pas en faire une langue de l'enseignement peut-être au niveau supérieur? De la même manière que nous apprenons la langue française, parce que quand nous quittons notre milieu familial pour venir à l'école, nous ne parlons aucun mot français. Ensuite, il y a même des concepts qui culturellement ne nous disent absolument rien. Moi, je vais vous dire, quand on m'a inscrit à l'école, je lisais La Famille Baudard. Quand on m'a dit le lavabo, je ne savais vraiment pas ce que c'est que le lavabo. Voyez-vous, j'ai mis du temps avant de comprendre ce que ça signifie. Il a fallu que je sois au collège pour voir un lavabo de mes propres yeux, comme on dit. Et pourtant, ça existait. On lisait, on ne comprenait absolument rien du tout. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il va falloir que nous prenions notre courage à deux mains. C'est vrai, l'expérience de la Guinée et l'expérience du Mali sont là pour décourager les Africains dans l'usage de nos langues maternelles à un niveau ne serait-ce qu'élémentaire avant de prendre la langue de l'autre, parce que de toute façon, la langue, elle appartient à celui qui la parle. Lorsque vous parlez une langue, personne ne viendra vous dire « ne parlez pas, c'est ma langue ». Qui va vous le dire? Donc, la langue, elle appartient à celui qui la parle. Donc, pour l'instant, je pense que nous pouvons aller progressivement. À un niveau élémentaire, pour ne pas totalement couper le petit enfant de son milieu, on commence à lui apprendre dans sa langue. Progressivement, on introduit la langue de science, parce que le latin avait pratiquement été utilisé dans ce sens-là, et même le grec dans ce sens-là par certains peuples. Pour acquérir la science, il faut faire le latin, il faut faire le grec. Et c'est progressivement que les gens ont abandonné. Souvenez-vous que quelqu'un comme Descartes disait de la langue française, la langue vulgaire, c'est-à-dire la langue de la rue, face au latin. Donc, on peut considérer ça comme tel en disant, nous allons d'abord, dans un premier temps, pour faciliter la compréhension aux petits Africains qui entrent à l'école, pour lui faciliter la compréhension, utilisons à titre expérimental nos langues. Si ça marche, on le fait. Si ça ne marche pas, on abandonne. Ça ne nous coûte rien d'abandonner quelque chose qui ne marche pas. Je crois qu'à coup d'essai, on arrivera à quelque chose. Donc, les expériences de la Guinée et du Mali plutôt, qui ont voulu adopter à un certain moment l'enseignement dans les langues locales, a buté sur, je dirais d'ailleurs, sur des écueils, sur des obstacles que lui avaient placés certains qui voyaient de mauvais œil justement l'usage de cela. Et je peux vous dire qu'un pays comme le Niger, par exemple, qui n'a que 8 langues nationales, là on vient de répertorier 2 autres, ça fait 10. 1 267 000 km² pour 21 000 millions d'habitants, il n'y a que 10 langues nationales, ça c'est facile de le faire, ne serait-ce que par région, etc. Mais cela ne veut pas dire que nous tournons le dos aux langues étrangères. Nous pouvons bel et bien les adopter et travailler avec ça, ne serait-ce qu'en faire des langues de recherche. Aujourd'hui, quel est le francophone qui veut vraiment être un chercheur et qui ne parle pas la langue anglaise? Il va paraître être un analphabète. Voyez-vous. Et donc, le fait que, par exemple, moi, je puisse parler 2 langues européennes, le français et l'anglais, n'enlève en rien le fait que moi, je parle 4 langues nigériennes. Voyez-vous. J'ai ma langue maternelle, qui est le Hausa. J'ai ma langue de l'environnement, parce que je suis né en milieu songoï. J'ai ma langue de l'environnement, qui est le songoï. Vous ne pouvez pas m'insulter en tamashek et vous ne pouvez pas m'insulter en fulfulde non plus. Donc, je pense que de ce point de vue, c'est un plus. Il me semble qu'il y a rarement des Européens qui peuvent avoir jusqu'à 4 à 5 langues comme ça. Vous figurez que j'ai 6 langues que je suis en train de trimballer. Ne serait-ce que deux. Il y a la 7e qui est en train de se présenter, qui est la langue Wolof, qui est une langue cannibale, qui se présente à vous dès que vous vivez au Sénégal, que vous le voulez ou pas.
Bon, alors, Vous est-ce avez qu'on parlé peut... tout à l'heure de 70%, vous avez parlé de 70% des Sénégalais qui parlent le Wolof, mais je crois que le pourcentage est largement au-dessus de cela aujourd'hui. Professeur, est-ce que en 50 ans, là, puisque cette unité-là, cet appel à l'union, la création, effectivement, lors de ce congrès de l'Union africaine, qu'est-ce qui a évolué fondamentalement? Parce que ça, ce sont des questions qui existaient déjà il y a 50 ans. Qu'est-ce qui a évolué? Je crois qu'à un certain moment, on a connu du surplace, pour parler comme les petits enfants sénégalais. On a fait du surplace parce que nous étions soumis à des programmes d'ajustement structurel qui ne nous permettaient pas d'avoir nos propres programmes. Autrement dit, tout nous était imposé de l'extérieur. C'est très facile, c'est vrai, d'accuser toujours l'extérieur, mais quelle est notre part de responsabilité? Je crois qu'à un certain moment, il y avait des priorités qui étaient venues, mettons, prendre le pas sur certaines priorités. Autrement dit, sur le plan politique, les querelles auxquelles nous avons assisté entre les deux tendances que nous avons toujours vues au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Organisation de l'Unité africaine, plus tard au niveau de l'Union africaine, ont fait qu'on a oublié fondamentalement ce qui est l'aspect le plus important, c'est-à-dire l'éducation sur le continent africain. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est venu, je dirais, mettre un frein au progrès même du continent africain. C'est vrai. Les premières années de l'OIA, il fallait nécessairement lutter pour que les colonies portugaises puissent accéder à l'indépendance. Premièrement. Deuxièmement, il fallait lutter pour que le système d'apartheid qui était en vigueur en Afrique du Sud puisse être totalement abandonné. Ça, on pourrait dire qu'à partir de 1990, ces objectifs ont été atteints. Maintenant, il fallait simplement réorienter les choses. Et il y avait un centre qui s'appelait le CELTO et même le CICIBA, qui était en Afrique centrale, qui aurait pu être les fers de lance de tout ce qui va concerner l'éducation et l'instruction sur le continent africain. Malheureusement, même les budgets qui étaient alloués à ces deux instituts ont été considérablement réduits. Autrement dit, les querelles de clocher, excusez-moi le terme comme d'habitude, sont venues tout simplement entacher l'élan du continent africain dans le sens de la construction d'un idéal, dans le sens justement d'une éducation, je ne dirais pas commune, mais d'une éducation assez globale pour pouvoir mettre tous les petits Africains au même niveau. Et à cela aussi, vous avez, je ne cesserai jamais de le dire, et ça de ce point de vue, je suis sankariste, vous avez les gardes-chiurnes de certains États occidentaux qui étaient chez nous et qui étaient prêts à tout saper dès lors qu'il s'agit d'amorcer, je vais dire, une voie vers notre salut. C'est sur ça qu'on va terminer cet entretien. Merci infiniment pour cette réaction à vif et à chaud. Marie, c'est un plaisir, n'est-ce pas, en cette journée mondiale de l'Afrique, ces connexions africaines que nous faisons depuis ce matin. C'est tellement rafraîchissant de pouvoir écouter un professeur de philosophie nous parler ainsi des acquis, mais aussi des potentialités pour le futur. Merci beaucoup. Une dernière question quand même par rapport, puisque vous êtes prof de philo, que dire de cette jeunesse qui rêve d'un idéal qui n'est pas forcément sur le continent africain? Que dire de ce rêve africain? Est-ce qu'il existe, professeur? Oui, nous avons le droit de rêver. Même s'il n'existe pas, nous devrons créer ce rêve. Même s'il n'existe pas. Nous avons le droit de rêver, tout comme tout le monde a le droit de rêver. Nous avons le droit de rêver d'une meilleure situation. Et nous avons le droit aussi de penser, et je fais partie de ceux-là, de penser que si notre salut devrait être réel, il nous viendra probablement de notre diaspora qui est en dehors du continent africain. Ici, Merci. Nous sommes trop empêtrés dans les problèmes là que nous ne voyons pas loin. Comme on a l'habitude de le dire, quand vous êtes dans la cuisine, quand ça crame, vous ne sentez pas. Mais celui qui est votre voisin, c'est lui qui sent que ça crame. Donc, nous avons aujourd'hui toutes les raisons de croire que notre salut viendra de la diaspora, parce qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus poussée là-bas que sur le continent africain. Je vous ai dit que les petits problèmes nous opposent beaucoup plus que les grands problèmes. Or, vous n'êtes pas dans les petits problèmes. Ah, ça vous fait tellement plaisir la case brûle. Ça. Vous voyez que la case brûle. Mais nous sommes dans la case, elle brûle, mais nous ne le savons pas.
Effectivement. Alors, s'il vous plaît, venez en sapeur-pompier. Je ne commande pas. Je ne commande pas. Donc, c'est un appel vibrant au retour, effectivement, de la diaspora sur le continent pour faire évoluer l'Afrique avec un regard bienveillant et pas avec une espèce de suprématie à la je ne sais pas trop quoi pour reprendre un certain nombre de choses graves que nous avons eues sur ce continent. Pour ne pas les revivre, justement, ça se prépare et ça fait partie de l'éducation, de la formation et de l'explication qu'il faut avoir avec tous ceux qui sont au niveau de la diaspora. Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention. Merci infiniment. On va écouter Marie maintenant parce que j'ai 2-3 questions à lui poser, justement, avant de passer ce reportage dans lequel Dr Chekanta Diop avait fait une intervention remarquée et remarquable sur une chaîne américaine. Et puis, on va aussi passer un petit extrait d'un reportage visible sur YouTube aussi, de Thomas Sankara. Marie, vous n'avez pas simplement lu Chekanta Diop comme beaucoup d'entre nous dans les livres. Vous l'avez rencontré, vous l'avez côtoyé et vous étiez même en phase de faire des travaux de recherche avec lui. Quel est le souvenir que vous gardez de cet homme que vous avez côtoyé? Écoutez, Mélina, je te disais que s'il y a une chose que je regrette dans ma vie, il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette, c'est celle de n'avoir pas pu faire cette recherche avec Cheikh Anta Diop sur les origines africaines de la langue anglaise. Et c'est venu comme ça. Comment? Parce que, bon, vu que j'enseignais l'anglais, j'avais remarqué qu'il était beaucoup plus facile d'expliquer certaines choses par rapport à la langue Wolof et qu'il y avait beaucoup plus de choses qui se regroupaient entre la langue Wolof et la langue anglaise qu'entre même la langue anglaise et la langue française. Et je suis allée lui dire, il m'a dit, oh, écoute, c'est ça, il n'y a rien de très étonnant. Moi, j'ai rencontré les Kaokao au sud de l'Égypte et au nord du Soudan. Il n'en reste plus beaucoup. C'est le peuple qui parle le Wolof le plus pur. Et donc, les Kaokao ont dû partir de là, à un moment donné où il y a eu cette vaste immigration des peuples de l'Afrique. Et ceux qui sont partis, les Kaokao qui sont partis vers ce qui va devenir le Sénégal, ont été arrêtés à un moment donné par l'océan Atlantique. Et donc, ça a donné la langue Wolof probablement d'aujourd'hui. Et ces gens s'appellent Kaokao, et on sait qu'au Sénégal, bon, en langue Wolof, Kao veut dire hauteur, et ces gens vivaient dans les hauteurs, sur les hauteurs. Et on répète le nom pour dire celui qui habite. Donc, Kaokao, c'est les gens qui habitent les hauteurs. Alors, il me dit, bon, donc voilà. Et à un moment donné, évidemment, un certain nombre de ces peuplements se sont retrouvés, en ayant fait les mers, etc., se sont retrouvés dans le sud de l'Angleterre, ce qui est devenu aujourd'hui Stonehenge, qui pour lui, ce sont des restes des cultes d'Isis et d'Osiris. Parce que ces gens sont allés exploiter les mines d'étain de l'Angleterre de ce temps-là, où il y avait des langues locales, mais les Kaokao ont dû mélanger, comme à l'heure actuelle, la langue Wolof se métisse avec l'anglais, le français, et ça a laissé donc des traces. Cette langue Wolof, cette structure de la langue Wolof a dû laisser des traces dans ce qui est devenu après la langue anglaise, parce qu'au départ, aussi la langue anglaise, c'est un métissage de langues. Et je me souviens quand j'étais allée faire une conférence à Vanderbilt University, une université blanche du sud des États-Unis racistes, en 1976, quand j'ai annoncé le titre de ma conférence, Les origines africaines de la langue anglaise, c'était une dame qui était chef de département. Elle m'a regardée, elle m'a dit, tu ne peux pas faire ça. Et je dis, pourquoi je ne pourrais pas? Ben, il faudrait d'abord que tu
puisse comparer le Wolof aux langues indo-européennes avant de la comparer à la langue anglaise. Je dis, mais madame, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il n'y a qu'une seule façon de pouvoir faire des recherches? Une fois que j'aurai prouvé les liens entre la langue Wolof et la langue anglaise, j'aurai de par la même occasion prouvé que le Wolof est aussi une langue indo-européenne. Alors, moi, c'est ça le sujet de ma conférence. Vous prenez ou vous prenez pas, mais c'est ça. Donc, elle a fini par me dire, d'accord, je suis allée dans la salle de conférence et j'ai commencé par dire, écoutez, vous êtes ici à la recherche de la connaissance. La recherche de la connaissance, c'est d'aller vers des chemins qui n'ont jamais été foulés et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Nous allons aller regarder les origines africaines de la langue anglaise. Et à la fin de la conférence, j'ai eu un standing ovation parce qu'ils ont dit, you blew up our mind. Parce qu'effectivement, jamais, au grand jamais, ils n'ont entendu dire, mais je leur ai donné certains éléments et certains de ces éléments, je peux par exemple, en disant que lorsque tu utilises une voyelle courte par rapport à une voyelle longue, tu peux changer totalement le sens d'un mot, comme live et leave en anglais, ou knit et neat en Wolof. Donc, si tu expliques aux jeunes Wolophones, voilà, tu sais, tu peux pas juste dire live et penser que tu as dit, non, il faut que si tu veux dire vivre, tu dis live, et pour dire que tu quittes, tu dis leave, puisque en Wolof, quand tu dis knit, c'est l'être humain, et quand tu dis neat, c'est examiner. Donc, c'était assez facile de pouvoir leur montrer. Comme en Wolof, on a Dieu et Dieu. En français, il n'y en a pas. En anglais, Jack Chair. En Wolof, Dieu, c'est le front. Dieu, c'est Cheb. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de leur expliquer qu'il y avait des choses qui existaient en anglais et en Wolof, mais qui n'existaient pas. Comme pour la sémantique, j'ai faim, c'est avoir. En anglais, on dit I am, être. En Wolof, on dit je suis aussi. Demarif. Donc, c'est être aussi qu'on utilise. Donc, quand j'avais discuté de ces choses avec Cher, il m'a dit non, toi, tu pourras t'occuper du côté linguistique et moi, je ferai le côté historique, anthropologique, etc., etc. Et on pourra comme ça. Et donc, j'avais même écrit à une université aux États-Unis pour préparer mon PhD sur ce thème-là. Et évidemment, ça n'a pas été accepté. Donc voilà, ça c'était super. Merci beaucoup. C'était des moments extraordinaires que j'ai vécu avec Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup, merci infiniment donc pour cette page d'histoire et cette page c'est du vécu, c'est pas dans les livres, c'est ça qui est beau. Merci beaucoup, vous nous suivez, vous êtes nombreux à nous suivre, à partager effectivement nos liens vidéo. Merci beaucoup, vous nous suivez depuis ce matin. Notre fil rouge, notre fil conducteur aujourd'hui, c'est Madame Dey Maripal. Et merci beaucoup encore, professeur. On vous laisse à vos études via Zoom en même temps, hein, puisque l'université de Dakar est fermée aussi en raison de cette pandémie. Alors, bon courage et prenez soin de vous. Professeur. On va voir une petite vidéo, justement, un extrait vidéo de Cheikh Anta Diop, justement, où il répondait à un journaliste américain. Et puis, on va poursuivre avec un petit extrait d'un reportage visible aussi sur YouTube pour les deux, de toute façon. Donc, on vous condense tout ça et puis on revient avec Marie ici même. Merci de nous suivre, commentez, partagez. Nous célébrons ensemble la Journée mondiale de l'Afrique. Si le premier homme que vous voyez au milieu n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale. L'humanité serait homogène et noire. Le reste de la Terre n'aurait pas été peuplé, serait désert. Et il y aurait eu une seule humanité noire cantonnée en Afrique. Et le reste de la Terre ne serait pas habité. Quand les études de paléontologie humaine n'étaient pas encore assez avancées, il y avait deux théories qui s'affrontaient. La théorie selon laquelle l'homme est né en un seul endroit et s'est différencié pour donner naissance aux autres races, celle que je viens d'exposer, avait ses défenseurs. Il y avait une autre, cette première théorie, c'est celle qu'on appelle toujours la théorie du monogénétisme, c'est-à-dire d'une seule origine de l'espèce humaine. Il y a
l'autre théorie maintenant, comme opposée, qui voulait que certaines conditions étant réalisées, qu'il ait existé un homme né en Afrique, un autre homme né en Europe, un homme né en Asie. Donc, l'homme aurait connu l'apparition de l'humanité, serait le résultat, si vous voulez, de plusieurs centres. L'homme, l'origine de l'humanité aurait connu plusieurs centres. Et on appelait cette théorie la théorie du polycentrisme. Et que d'ailleurs, c'est cela qui pourrait expliquer leur différence. Alors, cette théorie était même la théorie du sens commun. Je ne dis pas du bon sens, mais du sens commun. C'est-à-dire, il paraissait a priori, au premier abord, plus normal qu'il ait existé un homme au niveau de chaque continent. Mais lorsqu'on y regarde de près, il y a deux faits qui sont venus infirmer cette théorie. D'abord, la nature ne passe jamais deux fois par le même point dans son évolution. D'autre part, la recherche préhistorique a prouvé maintenant que c'est la thèse qui paraissait la plus invraisemblable, qui a triomphé maintenant au niveau de tous les scientifiques. Tous les hommes maintenant savent de façon certaine que l'homme a une seule origine, et que c'est dans cette même région du Kenya. Parce que c'est là que nous trouvons, si vous voulez, tous les stades antérieurs. Tous les stades antérieurs. Tous les fossiles que nous trouvons à l'extérieur de l'Afrique, en dernière analyse, apparaissent toujours comme des fossiles plus récents que ceux trouvés en Afrique et qui leur correspondent. Et aucun autre continent que l'Afrique ne possède la série complète des 6 spécimens dont je vous ai parlé. Je vous ai dit que les 3 premiers ne sont jamais sortis de l'Afrique. Ça veut dire que ni en Europe, ni en Asie, encore moins en Amérique, on ne trouve ces 3 premiers spécimens, qui sont le début de l'humanité. Donc, autant de preuves accumulées qui, aujourd'hui, donnent la certitude que l'homme est né en Afrique. Il n'y a pas de... Thomas Sankara, capitaine de 35 ans, président de la Haute-Volta, il a pris le pouvoir par un coup d'État le 4 août 1983. C'est parmi les couches les plus pauvres de la population qu'il compte ses plus chauds partisans. Malgré son jeune âge, son engagement politique n'est pas récent. En 1980, il est secrétaire d'État à l'information sous l'avant-dernier régime avant de démissionner. Puis, participant au coup d'État du dernier président, le commandant médecin Jean-Baptiste Ouédraogo, il devient Premier ministre, est arrêté, libéré et fait le coup d'État. Sitôt au pouvoir, il veut galvaniser les foules en utilisant un langage où le slogan incantatoire tente de faire passer les mots d'ordre. Chacun doit se convaincre que c'est un changement révolutionnaire. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à peau. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Nous connaissons un dilemme. Soit taire nos positions que nous considérons comme vraies, donc taire la vérité. La vérité, c'est ce que
chacun de nous a sa vérité, bien sûr, nous n'avons pas la vérité absolue. Donc, consciemment mentir pour bénéficier des grâces de ceux qui peuvent nous aider ou de nos partenaires qui sont délicats et puissants. Ou alors, leur dire la vérité dans la conviction, dans l'intime conviction que nous rendons service à notre peuple et à tout autre peuple. Aux Nations Unies, nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous recevons aujourd'hui des pressions multiples, multiformes pour orienter nos votes, pour orienter nos prises de position aux Nations Unies. Pouvons-nous nous taire lorsque l'on agresse un pays parce qu'il est petit? Pouvons-nous nous taire lorsque l'on envahit un autre pays? Nous estimons que si nous sommes aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, et si nous n'y sommes pas simplement pour compléter les effectifs et pour la foire, nous devons avoir le courage de dire au nom des peuples qui nous ont fait confiance, car il s'agit de vote, et la Haute-Volta a eu plus de 104 pays qui l'ont élu, nous devons représenter leurs intérêts. Et en particulier, ces pays non alignés qui ont massivement voté pour la Haute-Volta, nous devons quotidiennement, constamment, courageusement défendre les intérêts des non alignés d'une manière particulière, mais d'une manière générale de tous les peuples qui s'indignent. Si nous ne voulons pas que le Conseil de sécurité des Nations Unies et les Nations Unies en général deviennent une caisse de résonance manipulée par quelques tambourinaires puissants, il nous faut, nous, membres, y exercer tout notre droit, même s'il est limité du fait que quelques-uns ont un veto qui est omniprésent. Nous avons donc des pressions. Mais malgré tout, une grande puissance comme la France, comme les États-Unis ou comme l'Union soviétique, s'ils décident de retirer une partie de l'aide qu'ils vous apportent actuellement, peut vous mettre dans de graves difficultés intérieures. Mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ces réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Ils n'ont pas hésité à dire à d'autres pays, par exemple l'Union soviétique, que nous refusions une aide de l'Union soviétique qui n'était pas, de notre point de vue, à la hauteur de notre attente. Toute cette journée du 25 mai, sur Facebook, via l'application Zoom, l'ONG Africamondo, basée au Canada, au Bénin et au Cameroun, et ses partenaires seront en direct dans Connexion africaine, avec moi-même, Mélina Seymour, qui est fondée Africamondo et qui a eu ce privilège d'être la coordonnatrice du Black History Month Africa, mois de l'histoire de l'Afrique et de la diaspora pour sa nouvelle appellation, et Dey Marifal, qui est la fondatrice de plusieurs ONG internationales, ancienne fonctionnaire internationale de l'UNESCO et la coordonnatrice du Sommet international des aînés africains et de la diaspora qui se tiendra pour sa première édition dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de la diaspora en février prochain au Sénégal. Pour rappel, le premier congrès des États africains indépendants se tient à Accra, au Ghana, le 15 avril 1958. Il est convoqué par M. Kwame Nkrumah, à l'époque encore Premier ministre du Ghana. La conférence appelle à la création d'une journée africaine de la liberté, un jour pour marquer chaque année le progrès du mouvement de la libération et pour symboliser la détermination des peuples d'Afrique à se libérer eux-mêmes de la domination et de l'exploitation étrangère. 5 ans plus tard, le 25 mai 1963, les représentants de 30 nations africaines se rencontrent à Addis Abeba, en Éthiopie, accueillis par l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Lors de cette réunion, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, a été fondée.
L'organisation s'est engagée à soutenir le travail mené par les combattants de la liberté et à supprimer l'accès militaire aux nations coloniales. Une charte a été élaborée afin d'améliorer le niveau de vie des États membres. Haïlé Séassie s'est exclamé que cette convention dure 1000 ans. La charte a été signée par tous les participants le 26 mai, à l'exception du Maroc. Lors de cette réunion, la journée de la liberté de l'Afrique a été renommée Journée de la libération de l'Afrique. En 2002, l'OUA a été remplacée par l'Union africaine, UA, et la célébration est renommée la Journée de l'Afrique.